de l'ICNAME, Nous pouvons y aller. Hein? On est en direct? Absolument. Alors, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à ceux qui nous suivent sur un fuseau horaire nocturne actuellement. Bienvenue à vous tous à cette nouvelle visioconférence offerte par l'Association internationale Conscience congolaise pour la paix, en sigle COPAX. La conférence d'aujourd'hui se déroulera comme notre dernière visioconférence que je vous conseille vivement d'aller revoir sur notre page Facebook. Nous aurons aujourd'hui 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous éclairer sur la raison d'être de la structure Conscience congolaise pour la paix, en sigle COPAX. Dans un second temps, nous allons rentrer dans le vif du sujet en vous présentant l'intervenant d'aujourd'hui pour directement démarrer l'analyse de la problématique. Et en troisième et dernier temps, vous offrir l'opportunité de poser vos questions et d'y répondre dans la mesure du temps qui nous est imparti et ensuite conclure. Vos questions peuvent donc être posées soit par écrit via l'option conserver, converser ici dans Zoom, ou par écrit via notre retransmission Facebook, soit oralement lors de la troisième partie de cette conférence en activant l'option main levée. Alors, avant d'aller plus loin, un petit rappel historique au sujet du rapport mapping. Ce rappel s'impose car nous devons prendre conscience que la raison d'être de COPAX est le rapport mapping justement. Le rapport du projet mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ce rapport est une enquête internationale menée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et publiée le 1er octobre 2010. Mais malheureusement, aujourd'hui, plus de 10 ans après la publication de cette enquête internationale, nous avons comme l'impression que les autorités congolaises ont décidé de classer soit sans suite ces graves violations des droits de l'homme et crimes contre l'humanité dont il est question de le rapport mapping. Et donc, par leur inaction, par l'inaction de la justice congolaise, 10 ans après que la dite enquête de l'ONU a été publiée, il semble que la justice congolaise ait décidé à huis clos de déclarer un non-lieu par rapport au rapport mapping, ce qui explique que des femmes et des hommes congolais et congolais d'origine, de tout horizon, ont pris la décision de s'organiser et ont réussi à faire émerger cette structure qui est l'Association internationale Conscience congolaise pour la paix, que je rappelle en sigle COPAX, dont la principale mission est donc de s'assurer que les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, le présumé crime de génocide et les graves violations de droits de l'homme répertoriés dans le rapport mapping ne restent pas impunis et que les responsables de crimes de guerre identifiés formellement dans l'enquête de l'ONU comparaissent devant un tribunal compétent, par exemple un tribunal pénal international, afin qu'ils soient tout simplement jugés pour les crimes qu'ils ont commis. L'impunité dont bénéficient jusqu'à l'heure actuelle ces criminels de guerre encourage la commission de nouvelles violations des droits de l'homme et la poursuite des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo jusqu'à présent. Ces criminels de guerre qui circulent en liberté sur le sol congolais sont notamment devenus des chefs ou des bailleurs de fonds de différents groupes armés qui sévissent actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Et ces groupes armés qui terrorisent les populations congolaises sont au cœur de la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le projet de paix et de justice en République démocratique du Congo que mène l'Association internationale Conscience congolaise pour la paix, autour de la personnalité de référence qui n'est autre que l'homme qui par les femmes, le docteur des Congolais, le prix Nobel 2018, et je cite le docteur Denis Mukwege. Je vous invite dès aujourd'hui à aller sur notre site www.copax.org et pourquoi pas vous aussi adhérer à ce combat pour l'application d'une justice transitionnelle en réponse au rapport mapping. Maintenant, rentrons rapidement dans le vif du sujet. Je vous communique donc la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Elle est la suivante: l'état de siège décrété en République démocratique du Congo et
ces enjeux. Pour simplifier cette notion, un état de siège, c'est lorsque les militaires remplacent l'autorité civile. Et pour rappel, l'état de siège a été proclamé par le président Tshisekedi dans 2 provinces, l'Ituri et le Nord Kivu, une décision prise à la mi-avril. D'après les ordonnances présidentielles signées le lundi 3 mai par le chef de l'État, ces 2 provinces sont passées à compter du 6 mai sous administration militaire pour une durée de 30 jours prolongeable par le Parlement. Les gouverneurs et vice-gouverneurs ont été suspendus et remplacés par les gouverneurs militaires et les vice-gouverneurs issus des rangs de la police. Les juridictions civiles ont également cédé le pas à des cours militaires. L'objectif de l'état de siège proclamé par le président Tshisekedi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes, selon les mots du porte-parole du gouvernement. L'article 144 de la Constitution congolaise dispose que l'état de siège est proclamé pour une période de 30 jours et peut être prolongé les 15 jours sur autorisation du Parlement. Et le 3 juin dernier, l'Assemblée nationale a autorisé la prorogation de l'état de siège. Donc, notre intervenant d'aujourd'hui va analyser avec vous la stratégie mise en place pour ce régime d'exception, évaluer les ressources qui ont été allouées dans le but de résultats probants et la cohérence des déclarations des gouvernants congolais, les inquiétudes fondées ou infondées de la société civile et le bilan malheureusement mitigé à la suite des 30 jours de cet état de siège. Un petit portrait de notre orateur d'aujourd'hui, c'est M. Boniface Massouvili. Il est coordinateur de l'Afrique DEXC. Il est senior analyste des questions politiques et géopolitiques, sécuritaires et de droits humains. Il est auteur de 2 ouvrages consacrés à l'insécurité en République démocratique du Congo. Son premier opus fut intitulé « Les génocides des Congolais » de Léopold à Paul Kagame. Dans ce premier ouvrage, il explique que les crimes qui se commettent au Congo depuis la guerre de 96 sont non seulement planifiés, ce qui leur donne les caractéristiques d'un génocide, mais aussi que les crimes de 1996 rappellent les crimes de masse commis à l'époque du souverain belge Léopold II de 1885 à 1908. Dans son dernier livre intitulé « Les massacres de Béni », M. Massouvili retrace quant à lui la question des massacres de Béni. Il identifie les auteurs de ces massacres, pointe du doigt les complicités nationales et régionales et l'histoire des crises sécuritaires dans la région qui ont mené à la crise de Béni. Ces 2 ouvrages sont actuellement disponibles sur Amazon.fr. Et sans plus tarder, je passe la parole à notre orateur pour un éclairage approfondi sur l'état de siège et ses enjeux. Boniface, à toi la parole. Oui, merci Nancy Mbouyi. Merci aussi à nos téléspectateurs. Donc, je suis Boniface Moussavoli. Je suis analyste des questions politiques et géopolitiques. Je suis aussi auteur. Je me spécialise dans la recherche sur les crises sécuritaires, les conflits armés, les questions des droits de l'homme dans la région des Grands Lacs. Et c'est donc à ce titre que je publie des ouvrages et je suis membre d'Afridesk, qui est une plateforme, un think tank, qui s'intéresse aux questions géopolitiques, les questions militaires et les questions sécuritaires. Alors, un rappel du régime d'état de siège est important pour pouvoir situer la compréhension du sujet. L'état de siège, c'est un régime d'exception qui est prévu dans la Constitution et que le président de la République peut imposer soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une partie du territoire national. Et il prend cette décision lorsqu'il y a des circonstances graves qui menacent le fonctionnement régulier des institutions, soit sur l'ensemble du territoire national, soit dans une partie du territoire national. Alors, concrètement, l'état de siège
se traduit par un transfert de compétences des autorités civiles aux autorités militaires qui sont nommées par ordonnance du président de la République. L'état de siège se traduit également par le remplacement des juridictions civiles par des juridictions militaires. Cela veut dire que pendant la période de l'état de siège, en cas d'infraction, les civils et les militaires seront tous poursuivis devant des juridictions militaires. Ce régime d'exception s'applique sur une période de 30 jours. Au-delà de 30 jours, donc à la fin de la période de 30 jours, normalement, l'ordonnance du président de la République cesse de produire ses effets. Pour que le régime d'état de siège puisse se prolonger, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République, adoptent un vote qui proroge, hein, c'est le mot utilisé dans la Constitution, qui proroge l'état de siège pour une période de 15 jours. Et cette période de 15 jours peut être renouvelable plusieurs fois, et tout cela systématiquement après que le président de la République ait saisi l'Assemblée nationale et le Sénat pour demander l'autorisation de proroger le régime d'état de siège. Et c'est ce qui a été fait dernièrement. Alors, la question c'est pourquoi l'état de siège maintenant? Il faut rappeler que la situation sécuritaire s'était considérablement dégradée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Bien évidemment, également dans la province du Sud Kivu, qui est confrontée, comme nombreux le savent, au conflit autour de la question des Minembwe, avec des affrontements entre groupes armés nationaux et étrangers, mais également des affrontements entre le Rwanda et l'Ouganda dans la plaine de la Ruzizi par groupes armés interposés. Et donc, on aurait pensé d'emblée que l'état de siège s'imposerait également dans la province du Sud Kivu, mais cela n'a pas été le cas pour un ensemble de raisons sur lesquelles nous pourrons peut-être revenir au cours de cette conférence. Alors, dans le Nord Kivu et l'Ituri, la situation sécuritaire s'était dégradée à cause à la fois de l'activisme des groupes armés qui se traduisait par des massacres à répétition contre des populations civiles, à Beni notamment, derrière le phénomène des ADF, en Ituri, derrière le phénomène de la Codeco. Oui, je vous écoute. Allô? Non, Boniface, c'est juste une petite interférence. Vous pouvez poursuivre votre exposé. Ah, d'accord. Voilà, donc je disais que dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, il y avait cette dégradation de la crise sécuritaire derrière le phénomène de massacre des populations, derrière le phénomène des ADF à Beni notamment, de la Codeco en Ituri, mais aussi d'autres groupes armés comme les FDLR, les NDC et autres. Il y avait à côté des crises sécuritaires, une sorte de crise politique. Derrière les manifestations et des mouvements de protestation qui avaient débuté à Beni pour réclamer le départ de la MONUSCO. Ces mouvements de protestation avaient fini par faire tache d'huile sur Butembo et même sur Goma. Et cela a même nécessité des réunions au niveau des instances internationales pour savoir si on décide ou non de maintenir la MONUSCO au Congo. Et donc, de façon tout à fait compréhensible, le président Tshisekedi a estimé que la situation échappait à son contrôle et qu'il fallait reprendre le contrôle de la situation en adoptant la mesure de l'état de siège. On peut discuter pour savoir si c'était le dispositif approprié, mais c'est le dispositif qu'il avait choisi pour
tenter de reprendre le contrôle de la situation. Alors, quelles sont les armées qui sont engagées pour mettre en application les mesures de l'état de siège? Bon, sur base de l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège, seule l'armée du gouvernement congolais, c'est-à-dire les FARDC, est concernée par cette mesure parce que le président Tshisekedi n'a pas d'autorité sur la MONUSCO. La MONUSCO opère dans le cadre des résolutions des Nations Unies et du mandat octroyé par l'ONU. Le président de la République et le chef des institutions congolaises. La MONUSCO ne fait pas partie des institutions congolaises et donc la seule armée qui est concernée par la mise en application des mesures de l'état de siège, c'est l'armée congolaise. Alors, quels sont les commandants? Qui sont les commandants qui doivent mettre en application la mesure d'état de siège? Alors, ces commandants, ce sont des commandants qui ont été nommés à la tête des provinces. Le général Ndima, Constant Ndima, au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu, et le général Luboya Kachama, qui a été nommé au poste de gouverneur militaire de l'Ituri. Et au niveau des territoires, il y a eu une nomination également des officiers supérieurs dans les à la tête de différentes mairies, mairies des grandes villes des deux provinces, et au niveau des territoires des deux provinces, il y a une nomination des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Alors, qui sont les deux généraux? Le général Constant Ndima était à la tête de la première zone de défense qui couvre Kinshasa, le Bandundu, le Congo central. Et bon, il a le passé qu'il a. Hein, et puis, les deux généraux, ils ont dépassé quand même dans les anciens mouvements armés parrainés par le Rwanda, dans le cas du général Luboya, qui est à la tête de la province de l'Ituri maintenant, et Constant Ndima, il était membre du MLC, un mouvement parrainé par l'Ouganda. Et donc, ces deux généraux, objectivement, ont quand même suscité des inquiétudes compte tenu de leur passé dans ces mouvements armés. Les gens se sont demandé si le président Tshisekedi n'avait pas la possibilité de nommer quand même d'autres généraux parce que ces deux mouvements armés ont laissé des souvenirs assez atroces dans les cœurs des populations de l'Est du Congo. Alors, qui sont les forces ennemies qui sont supposées être combattues pendant la mesure de l'état de siège? Les forces ennemies, ce sont en fait, d'une manière globale, les groupes armés. Les plus connus sont les ADF à Beni, la Codeco en Ituri et les FDLR. Mais à côté de ces groupes armés qui sont connus, il y en a d'autres, le FRPI, le NDC, les différents groupuscules qui se revendiquent Maï-Maï. Donc, il y a à peu près 129 groupes armés dans l'Est du Congo. Et donc, tous ces groupes armés, dans l'esprit de l'état de siège, sont supposés être des ennemis que l'armée va combattre pendant la période de l'état de siège. Quel va être le rôle de la MONUSCO dans cette période? La MONUSCO n'étant pas concernée par les mesures d'application de l'état de siège, la MONUSCO continue de travailler avec les autorités congolaises, civiles et militaires, dans le cadre du mandat de l'ONU. Et donc, à ce titre, il y a quand même un problème qui s'est posé au niveau de la MONUSCO, c'est que en application de certaines règles d'engagement de la MONUSCO, qu'on appelle des règles de diligence raisonnable,
la MONUSCO ne peut pas s'associer à des unités de l'armée dont certains membres, ou en tout cas certains commandants, sont accusés de violations des droits de l'homme. Donc, il est possible que la MONUSCO s'associe aux opérations qui seront menées dans le cadre de la mise en application de l'état du siège, mais il est aussi possible que la MONUSCO refuse de s'engager dans les opérations des FARDC à cause du passé des deux généraux, parce que selon l'ordonnance de mise en application de l'état du siège, ce sont les gouverneurs généraux qui ont la conduite des opérations sur terrain. Et donc, nous nous retrouvons là dans une situation où on va voir comment va se comporter la MONUSCO. Officiellement, elle va appuyer les FARDC, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau, parce que se pose déjà ce problème du profil des commandants qui avaient été nommés par le président Tshisekedi pour remplacer les autorités civiles dans les deux provinces soumises au régime d'exception de l'état de siège. Est-ce qu'il y a des agendas cachés derrière l'état de siège? On peut le supposer. On peut le supposer en se disant, par exemple, que au moment où la décision d'imposer l'état de siège a été adoptée, l'Assemblée nationale préparait une commission d'enquête parlementaire qui devait sillonner les zones affectées par les crises sécuritaires dans l'Est du Congo. Et dans le cadre de cette mission d'enquête parlementaire, il devait s'agir d'identifier les groupes armés, d'identifier leurs commanditaires, d'identifier leurs sources de ravitaillement et de mener des investigations sur la traçabilité des fonds alloués par le gouvernement aux opérations des FARDC dans l'Est du Congo. Alors, vous, lorsque vous analysez ces objectifs que les parlementaires s'étaient fixés, vous vous dites que le rapport qui aurait été produit par ces parlementaires à l'issue de ces missions d'enquête aurait embarrassé les généraux, les officiers supérieurs des FARDC, dont on sait que nombreux sont quand même impliqués dans des activités assez louches, des trafics, des complicités avec les groupes armés et même des crimes contre l'humanité à la lecture de plusieurs rapports d'enquête précédents. Alors, l'état de siège a été mis en place de façon précipitée, à la fois pour stopper cette initiative de l'Assemblée nationale, mais aussi l'état de siège a été mis en place pour imposer le silence aux mouvements citoyens et aux organisations de la société civile qui commençaient un peu à trop s'agiter en protestant contre l'inefficacité de l'armée, en protestant contre l'inefficacité de la MONUSCO. Et donc, l'état de siège a permis d'imposer le silence à ces organisations citoyennes et à ces mouvements de la société civile. Alors, sur le plan militaire, on peut dire que l'état du siège pose quand même un problème, étant donné que notre armée, les FARDC, sont une armée très infiltrée par des forces ennemies, notamment les forces rwandaises. Lorsqu'on impose le silence aux populations de l'Est du Congo, cela veut dire que les forces militaires ennemies qui sont déjà à l'intérieur des FARDC se retrouvent dans une sorte de liberté de manœuvre parce qu'elles ne peuvent pas être critiquées dans les médias, elles ne peuvent pas être critiquées lorsqu'elles circulent même de façon visible, et les gens ne peuvent pas contester leur présence sur le territoire national. Il faut toujours rappeler que l'armée rwandaise est très présente dans l'Est du Congo sous plusieurs formes. Il y a d'abord une présence militaire qui a été reconnue clairement dans le rapport du groupe d'experts de l'ONU de décembre 2020. Une présence militaire donc reconnue, c'est-à-dire des bataillons
de l'armée officielle rwandaise qui sont sous commandement direct de l'état-major de l'armée rwandaise qui se trouvait sur le territoire congolais, en territoire de Nyiragongo, en territoire de Masisi. On a aussi signalé leur présence dans le territoire de Rutshuru et des infiltrations dans le sud Kivu pour aller se mêler des conflits dans la plaine de la Ruzizi et dans les conflits de Minembwe. Donc, il y a cette présence militaire rwandaise qui est quasiment officielle, mais que le gouvernement congolais n'a pas voulu reconnaître pour un ensemble de raisons sur lesquelles on peut aussi revenir. Il y a une autre forme de présence militaire rwandaise, c'est à l'intérieur même des unités officielles de l'armée congolaise en application des accords de brassage et de mixage. Des forces militaires rwandaises avaient été versées dans les rangs des FARDC. Donc ça, c'est aussi une autre présence militaire massive de l'armée rwandaise à l'intérieur des FARDC. Et puis, il y a le phénomène des groupes armés. Une bonne partie des groupes armés dont on entend parler dans l'Est du Congo est composée et patronnée soit directement, soit indirectement par des agents rwandais. Il y a même des chefs des groupes armés, certains se réclamant Maï-Maï, mais des chefs qui ont leur résidence au Rwanda. Donc ça, c'est la troisième forme de présence militaire rwandaise au Congo. Alors, lorsqu'on impose l'état de siège, ça veut dire que cette armée-là, que les populations congolaises considèrent comme une armée ennemie, se retrouve pratiquement comme le poisson dans l'eau, dans la liberté de manœuvrer, de circuler, d'agir dans tous les recoins de cette partie du Congo, sans pouvoir être contesté parce que le silence a été imposé aux populations, aux organisations de la société civile. Et l'autre agenda qui peut être considéré comme un agenda caché, c'est par rapport aux élections qui vont venir, en principe en 2023. Il est à craindre que l'état de siège soit utilisé comme un moyen de soit peut-être d'écarter certains territoires de l'Est du Congo des élections, comme cela a été fait en 2018, lorsque le gouvernement avait décidé d'écarter les territoires de Beni, les circonscriptions de Beni et de Butembo des élections, des circonscriptions qui étaient plutôt favorables à l'opposition et aux dynamiques de changement. Donc, il y a beaucoup de choses à craindre par rapport à l'état de siège, comme je viens de l'indiquer. Alors, il est possible que le Parlement mette fin à l'état de siège. Cela est prévu à l'article 144 de la Constitution. Le Parlement peut voter une loi pour mettre fin à l'état de siège. Mais dans la configuration actuelle de la politique à Kinshasa, où la majorité parlementaire est plutôt dans le camp de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi, il est quand même peu probable que l'initiative de loi pour mettre fin à l'état de siège vienne des députés et des sénateurs. C'est quand même assez difficile, sauf s'ils subissent une forte pression de leur base, notamment des autorités civiles qui avaient été écartées au profit des autorités militaires. Bon, voilà à peu près ce qu'on peut, comprendre d'une façon générale de l'état de siège. Peut-être que s'il y a des questions plus précises, on peut revenir sur certains points, on peut en évoquer d'autres. On peut notamment aborder la question de l'efficacité ou pas de cette mesure d'état de siège. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pouvaient être faites mis à part l'état de siège? On peut aborder toutes sortes de questions. En tout cas, je me mets à la disposition, à votre disposition et à la disposition des téléspectateurs. Merci.
Merci à vous, Boniface, pour cet éclaircissement sur les enjeux insoupçonnés le régime militaire état de siège qui a été décrété et qui est actuellement à l'œuvre dans les deux provinces congolaises de l'Ituri et du Nord Kivu. On va maintenant passer à notre troisième partie, à la troisième partie de cette conférence et ouvrir le débat. Donc, c'est vous qui faites le débat, je le rappelle. Donc, à vous de poser vos questions, les questions que vous aimeriez voir notre orateur répondre. N'oubliez pas, vous avez ces trois possibilités, soit en activant l'option ici dans Zoom main levée, soit en écrivant votre question dans la zone conversée ici en bas dans Zoom, ou encore via notre retransmission en direct sur notre page Facebook Conscience Congolaise pour la paix. Et à vos questions, vos mains levées, si vous avez des questions, écrivez ou demandez à prendre la parole. On est là pour y répondre. Bah, directement, il n'y a pas de questions. Alors, moi, je vais rebondir sur quelques points que vous avez énoncés. Mais avant de rebondir en détail sur les différents objectifs inavoués, notamment les protestations qui ont eu lieu à Beni pour réclamant le départ de l'ONU des casques-bleus pour leur inefficacité, la protestation contre l'inefficacité de l'armée congolaise, les phares RDC. Mais avant d'aller dans ces détails-là, j'aimerais vous poser la question, Monsieur Boniface, d'un point de vue financier, quelles ont été les ressources qui ont été allouées pour répondre de manière efficace aux besoins de l'état d'urgence, l'état de siège qui a été décrété dans le but proclamé et déclaré officiellement de mettre un terme à l'insécurité dans cette région. Pouvez-vous nous éclaircir sur le financement de l'état de siège? Alors, au sujet du financement de l'état de siège, lorsque la mesure lorsque l'ordonnance est signée le 3 juin et que les gouverneurs militaires arrivent à Goma, dans le Nord Kivu, et à Bunia, dans l'Ituri, ces deux gouverneurs n'ont pas de budget. Il n'y a pas de budget spécifique à l'opération, aux différentes opérations inscrites dans le cadre de l'état de siège. Les fonds pour la mise en œuvre de l'état de siège ont été débloqués seulement à la fin de la période de 30 jours. C'est le ministre de la Défense lui-même qui l'a dit à la presse, qu'il a fini par trouver un accord avec le ministre des Finances et le ministre du Budget pour disposer des fonds nécessaires au financement de l'état de siège. Bon, ça veut dire que pendant les 30 jours, il ne s'est rien passé dans le cadre des missions qui étaient envisagées pour mettre en application la vision du chef de l'État dans le cadre de l'état du siège. Alors, pour ce qui est des fonds alloués, on ne connaît pas. D'une manière générale, les fonds alloués à l'armée dans le cadre des missions spécifiques ne sont pas communiqués à la presse, peut-être pour des raisons de secret militaire. Mais il faut savoir que l'État congolais alloue un budget assez faible à l'armée. C'est un budget qui tourne autour de 500 millions. C'est un budget qui est quand même presque risible comparé à la taille de l'armée congolaise, à la taille du pays. Le pays fait quand même 2 345 000 km². Le pays est confronté à la violence de environ 130 groupes armés. Ensuite, les pays voisins comme l'Angola a un budget de l'armée qui est quand même autour de 5 milliards de dollars. Donc, vous voyez un peu la différence entre 500 millions au Congo et 5 milliards en Angola. Donc, l'armée congolaise, c'est quand même une armée très, très, très faiblement dotée en ressources financières pour pouvoir mener ses missions.
Ok, je vous remercie pour cet éclaircissement par rapport au financement. Lors de votre exposé, vous avez fait comprendre que en ce qui concerne l'insécurité à l'est de la RDC, le régime d'exception état des sièges était un dispositif inapproprié. Alors, on a reçu une question par écrite et la question donc est la suivante. Si le régime, la déclaration d'état des sièges est un dispositif inapproprié, quelles ou quelles sont les alternatives à l'état du siège qui seraient appropriées face à l'insécurité à l'est de la RDC? Bon, on n'a vraiment pas besoin d'être expert dans les questions militaires pour comprendre l'inefficacité de la mesure d'état de siège en ce qui concerne la lutte contre les forces armées ennemies. On n'a pas besoin d'être expert. La première chose, c'est d'abord de savoir que lorsque une armée se bat contre une armée ennemie, les chances de succès reposent sur ce qu'on appelle l'effet de surprise. Donc, si vous annoncez déjà que vous mettez en place l'état du siège et que cet état du siège va durer 30 jours, vous venez de donner déjà des informations stratégiques à l'ennemi. Que fait l'ennemi? Il dit, OK, donc pendant 30 jours, je vais cacher les armes, je vais cacher les combattants, je vais positionner des commandos par-ci, par-là pour tenter des embuscades. Voilà, ça c'est une erreur qui est commise systématiquement par les autorités congolaises. Il ne faut jamais annoncer des opérations militaires, jamais, parce que quand vous les annoncez, vous fournissez des renseignements stratégiques à l'ennemi. Deuxièmement, pour éradiquer les groupes armés, comme cela a été énoncé par les autorités, il faut utiliser beaucoup de moyens, pas seulement les moyens militaires. Il faut aussi mobiliser la justice, y compris la justice internationale. Il faut utiliser également le ressort social pour dire que, par exemple, les jeunes qui sont embrigadés dans ces groupes armés, lorsqu'ils se rendent, il faut que ces jeunes puissent être recueillis et orientés dans des programmes qu'on appelle les programmes DDRR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Il faut que les territoires qui sont repris par l'armée, ces territoires voient se déployer l'ensemble des moyens de l'État, c'est-à-dire pas seulement les unités de l'armée, mais aussi il faut que la police arrive, il faut aussi que les services de l'État, la mairie arrivent, il faut que les services sociaux, l'eau, l'électricité arrivent, il faut que les commerces puissent ouvrir, il faut que les églises puissent fonctionner, il faut que les marchés puissent fonctionner. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour réussir l'enjeu de la sécurité, pas seulement s'appuyer sur le déploiement des muscles des forces armées. Donc, tout cela doit être pensé de façon profonde par les décideurs politiques pour amener la paix. Ensuite, sur le plan judiciaire, il faut être en mesure d'identifier avec précision les commanditaires des attaques contre la population. L'erreur que les autorités commettent souvent, c'est de dire on va traquer les ADF, ou on va traquer les Codeco, ou on va traquer les FDLR. Ça n'a aucun sens. On peut attraper une personne, on dit cette personne, c'est un ADF, ou c'est un FDLR, ou c'est un Codeco. OK. Une fois devant la justice, on peut ne pas arriver à démontrer que la personne est réellement membre de ces milices ou de ces groupes armés. Et que fait le juge? Le juge libère la personne. Et même si la personne est reconnue membre de ces groupes armés, encore faut-il qu'on arrive à établir un lien entre cette personne et une attaque bien précise qui a été commise. Parce que beaucoup de gens peuvent faire partie des groupes armés, mais ne pas participer à des attaques contre la population. Donc, on attrape la personne, on la met en prison, mais on n'arrive pas à établir sa responsabilité dans les attaques.
la justice? La personne va être peut-être poursuivie ou condamnée seulement pour association de malfaiteurs. Alors que le plus important, c'est de retrouver les personnes qui ont participé à des massacres, à des viols, à des pillages, c'est-à-dire des gens qui ont commis des infractions graves et les neutraliser, les mettre en prison et les condamner à des lourdes peines pour que ces personnes ne soient plus en mesure de recommencer les actes qu'ils ont commis. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour assurer le contrôle des territoires. Et sur le plan des objectifs de l'action militaire, il faut arriver à identifier les vrais criminels. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que au bout de 30 jours de l'état de siège, et là, on est en train de se diriger vers la fin de 15 jours supplémentaires, il n'y a pas un seul chef des 129 groupes armés qui a été ni arrêté ni tué. Mais pas un seul. Dans cette logique de justice, d'arrestation, on peut alors poursuivre et dire que si les autorités congolaises daignaient à mettre en place, comme le rapport Mapping le recommande, mettre en place une justice transitionnelle qui jugerait justement les responsables des crimes qui ont été répertoriés dans le rapport Mapping, car ces responsables des crimes sont devenus aujourd'hui les chefs de ces groupes armés dont vous parlez dans votre exposé. Ces responsables cités dans le rapport Mapping sont actuellement les bailleurs de fonds de ces groupes armés qui sèment justement l'insécurité à l'est de la RDC. Donc, le rapport Mapping est au cœur, encore une fois, de cet enjeu d'état de siège, et la mise en place d'un tribunal compétent au niveau national serait une des meilleures façons d'endiguer, d'enrayer l'insécurité à l'est de la RDC. Oui, tout à fait. Je pense que le Congo, pour rétablir la sécurité de façon durable, le Congo ne peut pas échapper à la perspective de la mise en place d'un tribunal pénal international. Pas du tout. On ne peut pas y arriver si les auteurs des crimes graves ne sont pas arrêtés et traduits devant une juridiction spéciale. Ça ne peut pas être une juridiction ordinaire, ça doit être une juridiction spéciale compte tenu de la gravité de la situation. Alors, on a un problème, c'est qu'au niveau des acteurs politiques, il y a des comportements qui consistent à retarder encore et encore l'espoir de mise en place de ces tribunaux. Et comment font les hommes politiques? Les hommes politiques s'arrangent à l'issue d'un conflit armé. Ils s'arrangent pour que, dans les négociations, les individus qui sont impliqués dans les crimes les plus graves soient intégrés dans l'armée. Et donc, une fois ces individus intégrés dans l'armée, non seulement il devient difficile à n'importe quel procureur de pouvoir les poursuivre. Cela n'est pas facile à un procureur de poursuivre une personne qui a été intégrée dans l'armée et l'administration, mais aussi ces personnes qui étaient dans des groupes armés ou dans des mouvements armés parrainés par des pays étrangers vont poursuivre les mêmes objectifs qu'ils poursuivaient lorsqu'ils étaient dans les mouvements ennemis. Et là, ils poursuivent ces objectifs en étant habillés de l'uniforme de l'armée nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des zones en conflit, l'armée est inefficace, tout simplement parce que si le groupe armé se trouve être le groupe armé d'origine du commandant qui a été envoyé dans le secteur opérationnel, le commandant ne va pas agir. Et lorsque ces soldats vont prendre l'initiative d'agir, il va les sanctionner ou il va les sacrifier. Il va confier des secrets militaires à ce groupe armé d'origine, et ce groupe armé d'origine va décimer les militaires qui sont sous son commandement. Donc, il faut d'abord qu'on mette fin à la pratique qui consiste à intégrer les membres des groupes armés dans l'armée. Ensuite, il faut qu'on arrive à expurger de l'armée les anciens rebelles, les anciens miliciens,
on peut pas le faire d'un coup, il faut le faire progressivement, c'est-à-dire les écarter déjà des zones opérationnelles. Et donc, quand on aura réduit leur poids et leur influence dans le commandement de l'armée, la mise en place de la dynamique judiciaire peut se faire avec beaucoup moins de difficultés. Merci pour votre réponse. On a ici dans la vision Zoom une main levée. Je vais donner la parole au professeur Maswana qui a levé la main pour poser sa question directement. Merci beaucoup Boniface pour l'exposé. J'ai juste une petite question. Lorsqu'on observe la présence de la mission onusienne, la MONUSCO, qui s'est quasiment éternisée dans le temps, en RDC, quel est le risque que les troupes étrangères associées à cet état de siège s'éternisent en RDC, ou le risque que ces troupes régionales présentes sur notre territoire arriver à s'éterniser de manière à ce que chaque pays de facto finit par occuper une portion de notre territoire avec l'aval de l'État congolais qui les avait préalablement invités, et que cette présence puisse être justifiée par le fait que l'opération ou l'état de siège aurait rabaissé les niveaux de violence dans cet espace-là, et que la présence de ces troupes d'une nation donnée serait justifiée dans le temps jusqu'à ce que l'armée congolaise soit, entre guillemets, capable de sécuriser les populations. Et c'est bien dans cet espace-là spécifiquement sous commandement et présence des troupes d'un pays étranger, un voisin ou un pays de la région. Quel est le niveau d'un tel risque? Oui, professeur Maswana. Il faut d'abord, il faut toujours rappeler le fait que la présence des armées étrangères dans un pays étranger est en principe contraire à la Charte des Nations Unies. Elle est aussi contraire à la constitution de la RDC. Les forces étrangères n'ont pas le droit de se retrouver sur le territoire national congolais. Ça, il faut toujours le rappeler. Alors, la MONUSCO se retrouve sur le territoire national congolais sur demande de l'État congolais auprès de l'ONU pour aider l'État congolais à maîtriser la sécurité dans une partie du territoire national. Seulement, l'État congolais se conduit de façon assez ubuesque. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité vote des résolutions pour prolonger la présence des troupes de l'ONU, de la MONUSCO sur le territoire congolais, seulement pour 1 an. En principe, pendant 1 an, l'État congolais doit faire en sorte que la situation sécuritaire soit maîtrisée par l'armée, la police, la justice et les autorités civiles, afin que le Conseil de sécurité ne se sente pas dans la nécessité de renouveler le mandat de la MONUSCO. Jusque-là, vous me suivez? Oui. Alors, que font les autorités congolaises? Les autorités congolaises font en sorte qu'il y ait toujours des situations de crise qui nécessitent, qui donnent à l'ONU des arguments pour renouveler le mandat de l'ONU. Parce que si vous regardez l'état actuel de l'armée congolaise, c'est vraiment une armée qui est dans une situation catastrophique. Les militaires sont dans des besoins matériels terribles. Les militaires nombreux n'ont même pas la capacité
de mener leur mission matériellement. Les unités de l'armée, dans plusieurs zones opérationnelles, ne sont même pas capables de gérer leur ration, leur stock de médicaments. C'est la MONUSCO qui assure les soins des militaires blessés au front. C'est la MONUSCO qui gère parfois les ratios alimentaires. Donc, lorsque vous avez une armée qui est dans un état pareil, il y a des militaires qui n'ont pas leur prime. Ils ont des salaires risibles, un salaire d'à peu près $100 par mois, encore que ce n'est pas régulièrement payé. Lorsque vous avez une armée qui est comme ça, les gens à l'ONU, ce sont quand même des gens, même si certains sont animés de mauvaises intentions sur notre pays, ce sont quand même des gens raisonnables qui se disent on ne peut pas abandonner un pays dans une situation pareille. Donc la situation se trouve quand même au niveau des autorités congolaises qui ne prennent pas à cœur leur obligation constitutionnelle de doter le pays d'une armée digne de ce nom et de gérer les problèmes de sécurité de façon responsable, comme je l'ai dit, en essayant de faire en sorte que lorsque l'armée prend le contrôle des territoires, que les services de l'État se déploient dans ces territoires et lorsque l'armée arrive à défaire un groupe armé, que les combattants qui étaient dans ce groupe armé bénéficient d'un programme de désarmement et de réinsertion sociale pour qu'ils ne puissent plus retomber dans la logique de violence et faire en sorte que l'armée soit quand même réformée, débarrassée des éléments, les éléments problématiques et que on arrive quand même à maîtriser la situation de la sécurité de façon autonome au niveau des autorités nationales. Mais ça, on ne le fait pas. Et en plus, il y a même pire, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, au lieu de régler les problèmes, on les aggrave. C'est-à-dire, en matière de nomination, par exemple, les gens s'étonnent en constatant qu'on est en train de nommer des officiers qui entretiennent des groupes armés. On les nomme dans la hiérarchie de l'armée. C'est-à-dire qu'on perpétue la logique du chaos et du désordre dans le pays. Lorsque les autorités d'un pays se comportent de cette façon, le risque est que la force onusienne va rester indéfiniment sur notre territoire national. Et encore pire, l'État congolais fait appel aux armées étrangères. En plus des armées qui sont à l'origine de crises sécuritaires dans l'Est du Congo, l'État congolais fait appel à ces armées-là pour venir sur le territoire congolais. Donc, nous avons un fonctionnement qui déroge à toute logique simple. Et dans ces conditions-là, on peut considérer que la présence des forces étrangères sur notre territoire national va en tout cas durer encore longtemps. Merci beaucoup. Voilà. Merci Boniface. Je vais prendre encore une question qui nous a été envoyée par écrit via l'option Zoom conversé. La question nous vient de Marty Lokembo qui est membre de COPAX. Marty pose la question à savoir pourquoi l'état de siège a été décrété uniquement au nord Kivu et pas au sud Kivu. Est-ce que l'insécurité au sud Kivu est uniquement due à des conflits communautaires tribaux comme annoncé officiellement et n'est pas de la même nature que le reste de la région? Bon, l'État congolais n'a pas vraiment donné de justification sur le fait de cibler les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et mettre de côté la province du Sud Kivu. Je pense que dans la province du Sud Kivu, il y a des dynamiques géopolitiques qui sont assez préoccupantes. Parce que dans le Sud Kivu, il y a quand même la réalité d'une guerre entre deux pays étrangers. Une guerre entre le Rwanda et le Burundi.
Ça veut dire que si on impose l'état de siège dans le Sud Kivu, cela veut dire que les FARDC vont être confrontés à deux armées étrangères qui se battent. Est-ce que l'armée congolaise a la capacité de mettre en respect les armées du Rwanda et du Burundi? J'en doute. Il y a un autre enjeu dans le Sud Kivu, c'est l'affaire de Banyamulenge, qui est peut-être un sujet très délicat à gérer par les autorités congolaises. Enfin, il y a également, je crois, des pressions des autorités, des leaders politiques du Sud Kivu qui sont très présents autour du président Félix Tshisekedi, depuis le début d'ailleurs, avec le Vital Kamerhe, le Martin Kouebo, l'actuel ministre de la Défense, les Rouberwa et les autres, les Nyarugabo. Je pense qu'il y a une présence des leaders politiques du Sud Kivu qui est très, très influente dans les cercles de décision du pouvoir actuel, qui ont fait que ces autorités politiques ne veulent pas que leurs fidèles soient écartés des postes qu'ils occupent actuellement dans le Sud Kivu au profit des militaires qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'ils ne maîtrisent pas. Je pense que c'est l'ensemble de toutes ces raisons qui a fait que le Sud Kivu soit mis à l'écart de l'application de la mesure d'état de siège. Je vous remercie, Boniface. Je vais prendre encore une autre question qui nous vient encore du chat Zoom. La question est la suivante. Quand est-ce que l'état de siège sera terminé et quels sont les critères ou indicateurs qui permettront d'évaluer son efficacité? Bon, en principe, c'est le président de la République qui a décidé qu'il faut recourir au dispositif de l'état de siège. C'est lui qui a apprécié souverainement les circonstances graves dont parle la Constitution. Et donc, en principe, c'est lui, avec les parlementaires qui lui sont fidèles, qui décideront à quel moment ils estiment que les circonstances graves ne nécessitent plus la poursuite de la mesure de l'état de siège. Quelle était l'autre question? L'efficacité. Les indicateurs ou les critères qui pourraient déterminer son efficacité. Bon, normalement, les critères, si on se situe dans la rhétorique des autorités, les critères, c'est l'éradication des groupes armés. C'est ça les critères. Bon, est-ce que vraiment on peut penser que la mesure d'état de siège va permettre d'éradiquer les groupes armés? Je pense qu'il faudra beaucoup de temps, énormément de temps, si le critère est celui de l'éradication des groupes armés. Ces groupes armés, il y a quelques années, étaient seulement quelques dizaines. Aujourd'hui, on est à 129. Cela veut dire que l'armée que nous avons et les autorités politiques que nous avons n'ont pas été en mesure de limiter le phénomène des groupes armés, de les gérer, en tout cas de l'éradiquer. Et là, on constate qu'année après année, le nombre de groupes armés augmente. Est-ce que l'État congolais sera en mesure d'éradiquer les groupes armés avec la mesure d'état de siège? J'en doute. Mais je pense que si on se situe du côté de la population, les critères, ça peut être, par exemple, la neutralisation des chefs des groupes armés, c'est-à-dire leur arrestation, arrêter les chefs des ADF, arrêter les chefs de la Codeco, arrêter les chefs des FDLR, arrêter les chefs des NDC, les arrêter, les traduire en justice, arrêter aussi les officiers de l'armée qui sont en complicité avec ces groupes armés, et ensuite démobiliser les combattants, les remettre dans la vie civile et permettre aux déplacés de retourner dans leur foyer. Il faut toujours rappeler que
le Congo, c'est un pays où il y a énormément de déplacés. 5,2 millions de Congolais sont des déplacés de guerre. Dans une province comme Ituri, les chiffres sont terribles. C'est entre 1,7 million de déplacés et 2 millions de déplacés sur une population d'à peu près 5,6 millions d'habitants. C'est donc un tiers de la population de l'Ituri qui est en situation de déplacés de guerre. Donc, un Iturien sur deux ne vit pas ni dans son domicile, ni dans son champ. Il vit en dehors de chez lui parce qu'il est chassé par la guerre. Je pense qu'un des critères pour considérer que la situation est maîtrisée, c'est d'arriver quand même à ramener les déplacés dans leur foyer et de neutraliser les responsables des groupes armés. Merci Boniface pour ton éclaircissement. Je prends une question qui nous vient encore de l'option converser via Zoom. La personne ici prénommée Adolphe pose la question à savoir si la stratégie qui avait été menée par le feu Mamadou Ndala pour lutter contre les violences à l'Est n'est pas à envisager, à poursuivre afin de mettre la pression sur le Rwanda et d'éradiquer l'insécurité à l'Est de la RDC. Bon, le colonel Mamadou Ndala a réussi son opération armée parce que sur le plan de la stratégie militaire, il s'est battu dans le cadre qu'on appelle le cadre de guerre classique. C'est-à-dire qu'il y avait un ennemi identifié qui occupait un territoire identifié. Et donc, on a mis sur terrain des unités commando et des fantassins qui ont marché mètre par mètre, kilomètre par kilomètre pour ravir les territoires qui étaient occupés par le M23 jusqu'à la frontière de l'Ouganda et à la frontière du Rwanda. Donc, on était dans le cadre d'une guerre plus ou moins classique. Une armée qui se bat contre une autre armée qui contrôle des territoires. Aujourd'hui, la situation est plus compliquée. Par exemple, dans le territoire de Béni, il n'y a pas une seule zone qui est contrôlée par les ADF. Pas une seule zone, en tout cas pas un seul groupement. Il y a juste des attaques contre la population et puis on ne sait pas où sont partis les assaillants. Donc la stratégie qui consiste à combattre l'ennemi et à lui prendre son territoire, ça ne peut pas marcher parce que l'ennemi est invisible. Il ne contrôle pas les territoires. L'autre difficulté pour Mamadou Ndala, restons quand même assez modestes, il avait bénéficié des circonstances assez particulières avec la mise en place de ce qu'on a appelé la force FIB, la brigade d'intervention de la MONUSCO, composée des soldats du Malawi, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud, qui ont apporté un appui aérien, un appui aussi matériel aux unités commandées par le colonel Mamadou Ndala pour venir à bout du M23. Aujourd'hui, cette circonstance-là n'existe pas. Bon, on a décidé d'appuyer la force FI parce qu'elle s'est considérablement affaiblie. On a décidé d'appuyer la force FIB avec des contingents du Kenya. Mais les gens qui s'intéressent aux questions militaires vous diront que le Kenya n'est pas connu pour être vraiment efficace en matière de lutte contre les terroristes, ce n'est pas une armée qui a un passé victorieux dans la guerre. Donc, le contexte a changé, la stratégie Mamadou Ndala n'est plus adaptée. Et puis, le Mamadou Ndala, il y en a de moins en moins dans les FARDC. Chaque fois qu'il y a un militaire qui essaie de reproduire les exploits du colonel Mamadou Ndala, cet officier est soit assassiné par des réseaux criminels qui sont à l'intérieur même des FARDC, soit muté pour des raisons inexpliquées
muté loin du Kivu pour qu'il ne puisse pas gêner un certain nombre d'accords secrets qu'il y a entre le Congo et des organisations criminelles internationales qui entretiennent le chaos dans le Sud Congo. Merci Boniface. Est-ce que vous saurez nous éclairer par rapport, est-ce que vous savez dire de manière claire et franche si l'actuel gouvernement a la volonté ou est réellement en mesure de débarrasser l'armée congolaise de la présence de militaires officiels rwandais qui entrave justement la sécurité à l'est de notre pays et plus largement sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ce nouveau gouvernement semble démontrer la volonté politique de pouvoir purifier l'armée congolaise, de faire exercer des éléments rwandais qui sont incorporés officiellement ou officieusement? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce gouvernement n'est pas l'émanation d'une dynamique électorale. Vous savez, un gouvernement dont on peut attendre ce genre de choses, c'est un gouvernement qui vient dans la foulée d'une victoire aux élections législatives. Vous me suivez? Donc, il y a des élections législatives qui amènent une majorité parlementaire votée par la population, et cette majorité parlementaire va appliquer le programme qu'il avait présenté aux électeurs. Et dans ce programme, il prévoit par exemple de réformer l'armée. Et c'est dans le cadre de l'application de ce programme qu'il peut prendre ce genre de décision, de mettre à l'écart des éléments douteux qui sont à l'intérieur de l'armée et de donner à l'armée ses lettres de noblesse. Donc, ce gouvernement a été nommé par le président Tshisekedi. Et nous savons tous que le président Tshisekedi entretient des relations pratiquement amicales avec le président rwandais Paul Kagame. Donc, il est très difficile que ce gouvernement qui a été nommé par Félix Tshisekedi, qui lui-même entretient des relations presque personnelles et amicales avec le président rwandais Paul Kagame, puisse décider d'écarter de l'armée les officiers rwandais. Il est très difficile, il est même totalement inenvisageable. La preuve en est que ce gouvernement a été incapable, par exemple, de condamner les propos négationnistes de Paul Kagame contre le rapport Mapping et les propos offensants contre Dr Denis Mukwege. Donc, vous comprenez à quel niveau se trouve ce gouvernement par rapport à la mainmise rwandaise sur le Congo et en particulier la mainmise sur des pans entiers des FARDC. Je vous remercie, Boniface. Par la même occasion, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la problématique Nandé, qui est également au cœur de l'insécurité à l'est de la RDC? Qu'en est-il de cette problématique dont on parle peu, mais pourtant les dégâts sont considérables sur le terrain? Bon, la crise sécuritaire qui se passe dans l'est du Congo, par rapport au Nandé en particulier, pose problème, pose vraiment un cas de conscience. Tout d'abord parce que lorsque vous regardez la liste des personnes qui sont tuées vraiment de façon barbare, un peu comme dans le modèle du génocide rwandais à Beni, lorsque vous regardez cette liste, vous y trouvez presque à 90%, 95% que des non-Nandais. Donc, si un jour on fait la liste des personnes qui sont massacrées dans l'est du Congo depuis maintenant 7 ans, les victimes Nandais peuvent être à hauteur de 60-70%. Donc, c'est quand même une campagne d'extermination d'une population prise pour cible. Et en face de cette extermination de cette population, vous avez un comportement de l'armée qui est bizarre.
C'est-à-dire que chaque fois que les jeunes à Beni, par exemple, essaient de s'organiser pour sécuriser leur quartier, leur village, l'armée déploie des moyens disproportionnés pour écraser ces jeunes. Lorsque les escadrons de la mort viennent massacrer les populations, l'armée reste les bras croisés. Tous les massacres qui sont commis, en tout cas tous les massacres dont j'ai eu connaissance en territoire de Béni, ont été commis systématiquement à proximité des positions de l'armée qui est restée les bras croisés. Lorsqu'on demande à l'armée pourquoi vous n'intervenez pas, l'armée dit on n'a pas reçu l'ordre de notre hiérarchie. OK. Et lorsque les jeunes disent OK, parce que vous n'allez pas intervenir, vous n'intervenez pas, nous allons assurer la sécurité de nos villages, de nos cités, de nos quartiers, là, l'armée déploie des moyens terribles, des moyens vraiment violents pour écraser la population, pour la jeter à prison. Donc, il y a comme une sorte de complicité entre l'armée et les escadrons de la mort qui sont en train de massacrer les populations nandaises. Et ça crée une profonde méfiance de ces populations vis-à-vis de l'armée qui se comporte de cette façon-là. Et sur le plan national, on constate qu'à Kinshasa, il y a des massacres même de 50, 60, 100 personnes. Le drapeau national n'est pas mis à berne, il n'y a jamais de deuil national, il n'y a jamais de journée de commémoration, il y a très peu de condamnations de la part du gouvernement. Après un massacre, vous vérifiez sur le site de la présidence et tout ça, il n'y a pas de réaction de l'État. Donc, on est en présence quand même d'une situation qui ressemble à un génocide qui est tout à fait cautionné par le pouvoir de Kinshasa et certains officiers des FRDC. Oui, par rapport à la problématique de l'Inde, cette problématique, en tout cas, renvoie au niveau de mon intellect à la question des crimes qui ont été commis au Kasaï. Est-ce qu'il existe un lien entre la problématique nandais et les massacres qui ont eu lieu au Kasaï il y a quelques années, et quelle est la nature alors de ce lien? Bon, selon les informations qui ont été portées à ma connaissance, une partie des unités qui commettaient les massacres des autochtones de Béni, c'est-à-dire principalement les Nandais, une partie de ces unités de l'armée, les ex-CNDP, hein, le mouvement de Laurent Kunda et de Bosco Ntaganda, sont des officiers, soit des officiers rwandais, soit des officiers congolais, mais qui servent de supplétifs à l'armée rwandaise au Congo. Ce sont ces unités-là qui avaient été acheminées dans le Kasaï au début de l'affaire Kamina Sapou et qui se sont livrées à des tueries extrêmement barbares sur l'exemple de ce qu'elles commettaient à Beni. Donc, je pense qu'il y a eu une guerre qui n'a pas dit son nom, une guerre qui ciblait les populations Luba de la même façon que la guerre ciblait les populations nandes, continue de cibler les populations nandes. En tout cas, on a utilisé en partie les mêmes unités qui commettaient des massacres à Beni, on les a utilisées pour aller commettre des massacres dans le Kasaï et détruire pratiquement les populations du Kasaï. Aujourd'hui, le Kasaï, c'est une région qui est complètement déstabilisée, les communautés sont complètement déstructurées. On assiste même à des départs massifs des populations, notamment dans le Kasaï oriental, qui vont chercher la vie dans le Katanga ou à Kinshasa. Donc, c'est vraiment, on est là dans une situation qui ne dit pas son nom, où peut-être sur le plan régional, il y a eu une volonté de casser ces deux communautés parce qu'elles sont considérées comme des communautés têtues, des communautés congolaises têtues qui bloquent certains agendas et de les déstructurer complètement pour les écraser et les mettre en situation d'errance dans la nature. Et voilà que ça peut faciliter peut-être certains agendas. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien entre les massacres du Kasaï et les massacres de Beni. Même si ça ne se dit pas officiellement, mais si on essaie de creuser, on peut trouver beaucoup de similitudes dans la façon dont on s'est comporté au courant des massacres de Beni et du Kasaï. Merci Boniface, mais par rapport à la problématique nandais,
que peut-on dire des rapports de la CENCO? Il y a eu la CENCO a publié plusieurs rapports en lien avec ces massacres. Qu'en est-il et à qui sont destinés les rapports de la CENCO et pourquoi, ces rapports n'ont pas donné suite à une action judiciaire de la part des autorités? Bon, la CENCO a évoqué un rapport, mais ne l'a pas publié, a évoqué un rapport, un de ces rapports, dont elle a dit que depuis 2013, rien que dans le territoire de Béni, il y avait eu 6 000 personnes tuées, 6 000 civils tués, rien que dans le territoire de Béni. C'est à peu près 1 000 personnes tuées par an. C'est vraiment beaucoup. Bon, les rapports de la CENCO devaient faire partie des rapports sur lesquels devait s'appuyer la commission d'enquête parlementaire. Bon, il y a aussi d'autres rapports sur l'Itourie aussi. Donc, la commission d'enquête parlementaire qui aurait dû mener des investigations sur terrain dans les territoires de l'Est se serait emparée de tous ces rapports, de les croiser et de les utiliser comme des dossiers judiciaires, parce que l'objectif était aussi de permettre aux victimes de toutes ces tueries et de pouvoir obtenir justice et réparation. Alors, lorsqu'on a mis en place l'état de siège pour court-circuiter cette commission parlementaire, évidemment, on a mis à l'écart le rapport évoqué par la CENCO. Tout ce qu'il faut faire, c'est quand même réclamer toujours et encore que tous ces rapports qui parlent des crimes graves qui sont commis au Congo, que tous ces rapports puissent quand même un jour être examinés au niveau du Parlement et que le Parlement arrive à adopter une résolution permettant solennellement la création soit d'un tribunal spécial, soit une résolution qui permet de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour créer un tribunal pénal international dans la continuité du rapport mapping. Il faut qu'on arrive à mobiliser les députés et les sénateurs, d'abord pour qu'ils acceptent de débattre du rapport mapping d'abord et qu'ils adoptent les résolutions du rapport mapping à l'intérieur du Parlement pour que la dynamique judiciaire puisse suivre. Donc nous avons vraiment un énorme défi à relever pour amener nos institutions à se saisir de la question de la nécessité de justice et réparation pour les victimes. Merci Boniface. Je prends rapidement encore 2 ou 3 questions dans la conversation Zoom. Une question que je vais essayer de synthétiser, elle est la suivante. L'indifférence inexpliquée et injustifiable des autorités congolaises face au massacre génocide en gestation à l'Est, elle est surprenante, cette indifférence. Est-ce qu'elle ne serait pas un aveu de culpabilité face au projet de balkanisation de la RDC? La question oui, nous bon, est le problème, envoyée de Blaise. le problème est... Allô? Je vous en prie, Boniface. Allô? On vous entend Oui. parfaitement. Bon, je disais que le problème majeur auquel notre pays est confronté est lié à des accords officiels et secrets qui sont conclus par les acteurs politiques. Par exemple, lorsque en Afrique du Sud, à Pretoria, à Sun City, on décide de créer le régime 1+4, un président et 4 vice-présidents, on aboutit à la création, à la mise en place d'un gouvernement qui incorpore des acteurs des guerres barbares qui avaient décimé les populations congolaises. Avec un gouvernement comme celui-là, il est peu probable qu'on arrive à mettre en place un tribunal pénal international pour juger les auteurs de ces crimes, parce que les membres de ces mouvements armés se trouvent déjà dans les institutions. Aujourd'hui, on est en présence d'un pouvoir
qui est officiellement, qui n'est pas issu des années de guerre, parce que Félix Tshisekedi n'a jamais fait partie des mouvements armés, mais tout le monde sait que pour devenir président, il a dû faire des concessions, il a dû conclure des accords avec Joseph Kabila, qui est dans la continuité de la guerre de l'AFDEL. Et donc, le pays se retrouve avec des individus qui, chaque fois qu'ils sont en présence des atrocités commises sur la population congolaise, évitent de s'exprimer pour ne pas réveiller les crimes qu'eux-mêmes ont déjà commis dans le passé et pour lesquels justice n'a jamais été rendue. On se retrouve donc avec un personnel politique muselé à cause de son passé, disons-le, son passé criminel, et qui ne sait pas s'insurger contre les crimes qui sont commis aujourd'hui. Donc, l'idéal serait qu'on arrive quand même à créer un autre personnel politique qui ne soit pas lié à l'histoire des violences et des crimes qui avaient été commis durant la guerre de l'AFDEL et durant la guerre de la Deuxième Guerre du Congo, durant les guerres de CNDP, durant les violences des groupes armés. Il faut qu'on arrive à créer un autre personnel politique vraiment qui est Maboko Pembe, comme on dit, hein, donc, qui n'a pas de sang sur ses mains ni de dette morale par rapport à différents partenaires régionaux ou nationaux impliqués dans les violences au Congo. Donc, pour ce qui est de la balkanisation, je pense que la balkanisation est déjà faite, en tout cas la balkanisation économique, parce qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les richesses minières de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, ne rentrent pas dans l'économie congolaise. Toutes ces ressources entrent dans l'économie du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. Tout le monde le sait. Donc la balkanisation économique, elle est déjà faite. Il y a aussi la balkanisation, je dirais, territoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'absence de routes fait en sorte qu'il n'y a pas de circulation terrestre entre les populations de l'Est du Congo et les populations du centre et les populations de l'Ouest du Congo. Bon, c'est seulement la balkanisation politique qui ne réussit pas parce que les populations de l'Est du Congo refusent de se retrouver sous la domination politique des pays comme le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Ces populations sont très accrochées à leur nationalité congolaise, à la nation congolaise, et donc continuent d'opposer une résistance farouche à toute forme de mainmise des puissances étrangères sur leur terre. Alors, la question que je me pose toujours, c'est pour combien de temps? Parce que le pouvoir de Kinshasa étant déjà un pouvoir complice des ennemis du Congo, il est à craindre qu'au final, ces populations finissent par se fatiguer et se lasser vis-à-vis de l'unité nationale et décident peut-être de tomber sous le charme d'une puissance étrangère, peut-être autre que les trois puissances qui nous ont fait la guerre depuis 1996. C'est un risque qui est bien réel, mais pour le moment, la balkanisation politique n'est pas encore faite. C'est plutôt la balkanisation, je dirais, territoriale et économique qui est vraiment une réussite. Hein. C'est une réussite, en tout cas pour ces pays-là, qui deviennent de grands exportateurs de minerais qu'ils n'ont pas dans leur sous-sol et qui sont même en train de monter des usines de raffinage de l'or qu'ils n'ont pas et qui prennent même les récoltes comme le cacao, le café des paysans de l'Est du Congo en utilisant la violence des groupes armés. Donc ça, c'est là la réalité qui est sur le terrain. Par rapport à ce que vous venez de dire ici, j'aimerais rebondir sur ça et vous poser la question si vous savez y répondre. Comment se fait-il qu'un acteur aussi important sur la scène internationale comme l'Union européenne puisse être en coopération officielle avec le Rwanda dans justement l'importation, l'exportation de ces minerais qui sont entachés par le sang du peuple congolais qui circulent via le Rwanda sur le marché international et notamment vers l'Union européenne. Comment
est-ce que l'Union européenne, qui a une image de puissance normative, peut, comment vous expliquez ça, que l'Union européenne puisse continuer à collaborer, à subventionner et voire à promouvoir le régime de Kigali? Bon, et je pense qu'il y a des raisons historiques, mais aussi des raisons pragmatiques. Les raisons historiques, c'est que des pays membres de l'Union européenne, bon, comme la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne a déjà quitté l'Union européenne, mais aussi il y a d'autres pays comme la Belgique, comme les Pays-Bas, il y a beaucoup d'autres pays qui ne se montrent pas, qui étaient quand même impliqués de façon cachée dans le projet de la guerre du Front patriotique rwandais qui avait été déclenché en octobre 1990 dans le nord du Rwanda à partir de l'Ouganda. Il y a beaucoup de pays qui avaient soutenu le Front patriotique rwandais et en échange de ce soutien, ces pays tirent profit des richesses pillées dans les territoires conquis par le Front patriotique rwandais, qui a changé de visage, qui est devenu l'AFDEL, qui a changé de visage, qui est devenu le RCD, qui a aussi changé de visage, qui est devenu certaines unités des FRDC. Donc tout ça, on est dans la continuité d'une guerre de prédation, une guerre de pillage qui se poursuit. Ça, c'est sur le plan historique. Mais sur le plan pratique, il y a la question quand même du profil ou du comportement des acteurs politiques. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un veut acheter le coltan, l'or, le diamant, la cassitérite au Congo, en principe, il prend son avion des États-Unis, de Belgique, de la Belgique, de la Chine. En principe, il doit atterrir à Kinshasa. Il rencontre les responsables des institutions en charge du commerce des minerais congolais, en principe. Bon, regardez autour de vous, à Kinshasa, avec qui est-ce qu'un opérateur économique qui veut acheter du coltan congolais peut vraiment venir traiter à Kinshasa? Avec qui? Personne. On a un personnel politique qui est complètement orienté vers je ne sais quoi. Bon, alors que cet opérateur économique, s'il arrive à Kigali, il trouve un cadre des affaires qui est à peu près correct. Et donc, il obtient ce qu'il est venu chercher. Donc, nous avons une responsabilité, une partie de... Nous sommes, enfin, pas nous, mais les dirigeants congolais sont à partie responsables de ce pillage qui se poursuit. Si vous voulez que les gens viennent acheter chez vous vos produits, construisez des routes, mettez en place des administrations, mettez en place un cadre des affaires qui permettent aux hommes d'affaires et aux compagnies étrangères désireux de se procurer vos matières premières ou même vos produits finis, de venir et de faire des affaires dans un cadre qui est convenable, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà donc les deux raisons. Je pense qu'il y a une raison historique d'abord de relations entre le Front patriotique rwandais et des réseaux économiques de l'Union européenne, non seulement, mais aussi des États-Unis et d'autres pays. Mais aussi, il y a un côté pratique. Lorsque les gens veulent faire du business, des affaires, ils ont quand même besoin de venir dans un cadre qui est correct et qui est organisé. Des hôtels, des négociants, une infrastructure correcte, des aéroports. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le territoire de Walikale, qui est la première réserve mondiale de coltan, n'a même pas d'aéroport. Il n'y a même pas d'aéroport. Les avions viennent, atterrissent sur une route et repartent avec le coltan. Bon, si on ne pense même pas à mettre un aéroport dans un territoire comme Walikale, qui fournit vraiment l'essentiel du coltan dans le monde, comment s'étonner que les hommes d'affaires étrangers viennent s'approvisionner plutôt au Rwanda? Donc là, il y a vraiment une responsabilité qui est la nôtre, qui
que nous devons regarder avec honte, mais aussi la reconnaître. Oui, je vous remercie, mais la responsabilité, premièrement, en effet, incombe aux autorités, aux acteurs politiques congolais qui sont au pouvoir, mais également aux institutions internationales et organisations régionales comme l'Union européenne, car pour rappel, la loi Franck-Doyle existe et cette loi interdit justement le commerce des minerais entachés par le sang du peuple congolais. Et malgré que cette loi a été mise en place il y a quelques années, le marché international continue de faire circuler de manière officielle ces minerais entachés par le sang du peuple congolais. Donc, il y a une grosse faille, un dysfonctionnement du système international qui, qui discrédite les institutions internationales qui sont présentes et qui ont comme ambition avouée d'assurer, d'apporter, d'aider à instaurer la paix en République démocratique du Congo. Nous arrivons presque à la fin du temps qui nous a été imparti. Je vais tout doucement chuter en prenant une dernière question et par la suite, après cette question, clôturer avec la conclusion pour cette conférence. La question qui nous est posée vient de Serge Mbela via l'option converser dans Zoom. Il pose cette question. Une des pistes ne serait pas que l'armée réformée puisse jouer un rôle économique dans l'industrie minière pour pouvoir se financer en vue de sécuriser l'Est de la RDC et plus largement tout le territoire congolais, un peu comme le modèle égyptien où l'armée est autorisée à avoir un pôle économique, ce qui explique en partie sa puissance et le respect dans la région. Qu'en pensez-vous? Bon, je ne connais pas le modèle économique, je ne connais pas en tout cas le fonctionnement du système politique et sécuritaire égyptien. Je pense que les modèles sont décidés par les dirigeants des pays en fonction de leur réalité sociale, leur réalité historique. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on peut confier aux FARDC des activités économiques et espérer qu'elles vont utiliser les atouts économiques pour se structurer? Il faut d'abord faire remarquer de façon ironique que la plupart des généraux des FARDC contrôlent quand même d'énormes ressources économiques. Hein. Ils ont des villas, ils ont des hôtels, alors que le salaire d'un général officiellement est d'à peu près 150 $ américains. Donc, si des généraux sont capables de se procurer des hôtels et des villas, certains pourraient même se procurer des avions d'occasion, cela veut dire que l'armée contrôle déjà énormément de ressources économiques, mais de façon officieuse. Est-ce que si on donne à cette armée la capacité de contrôler des ressources de façon officielle, est-ce que ça peut arranger les choses? D'où la précision dans la question, une armée réformée. Donc, je sous-entends par le terme qu'il utilise, quand l'armée, si l'armée est purifiée de ses éléments belliqueux. Bon, si l'armée est réformée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais aussi, je ne vois pas l'intérêt de confier des moyens économiques en termes d'enrichissement à une armée qui a déjà été débarrassée de ces éléments mafieux. Parce qu'il faut toujours faire attention. L'armée est avant tout au service des autorités civiles. L'armée n'a pas à disposer d'une forme d'autonomie. L'armée n'est que l'outil de l'action politique. Donc, un État ne peut pas mettre à la disposition, classiquement, un État ne peut pas mettre à la disposition de l'armée
des moyens qui échapperaient au contrôle des autorités civiles. Parce qu'on se retrouverait dans une situation où c'est l'armée qui contrôle la vie politique d'un pays, alors que ce sont les politiques, c'est-à-dire le peuple, à travers les élections et les différents mécanismes de contrôle, qui doit définir les missions de l'armée et contrôler l'action des militaires, pas le contraire. Merci Boniface. Je vais clôturer ici l'échange avec le public. Je clôture le débat. On va clôturer donc cette conférence. Et en conclusion, il faut retenir de cette conférence offerte par Conscience congolaise pour la paix en sigle COPAX. COPAX insiste sur le fait que la stabilité politique induit une cohésion sociale, un développement économique et la fin des émissions prédatrices. Donc, COPAX, nous sommes convaincus que la stabilité rime avec la fraternité et que la paix rime avec le progrès social, d'où notre cheval de bataille qui est le rapport mapping, car l'instauration d'une justice transitionnelle est la seule approche en mesure de mettre fin à l'impunité dans notre pays, la République démocratique du Congo, la seule approche capable d'imposer une paix durable et de créer un environnement propice à l'émergence du développement économique et du progrès social. Et enfin, Conscience congolaise pour la paix en sigle COPAX exhorte notre système politique à conserver le meilleur de la sagesse traditionnelle et de bannir les mentalités de chefferie clientéliste susceptibles d'entretenir les crises politiques. COPAX vous remercie pour la confiance que vous nous accordez en étant de plus en plus nombreux à suivre nos conférences destinées à éveiller la conscience du peuple congolais et Conscience congolaise pour la paix COPAX plébiscite une paix durable pour notre pays, la République démocratique du Congo. Merci à vous et à bientôt sur copax.org. Merci, Madame Bouy. Merci.